Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, on se retrouve dans le nouveau podcast Histoire en série pour parler d'une des très grandes séries de l'histoire, Game of Thrones, avec Florian Besson, qui est docteur en histoire médiévale à l'université Paris-Sorbonne, qui est spécialiste des États latins d'Orient et qui travaille notamment sur le médiévalisme et sur la fantasy et qui anime le blog Actuel Moyen-Âge. On a aussi avec nous Justine Breton, qui est maîtresse de conférences en littérature française à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, site de l'INSP de Troyes, qui étudie les productions médiévalistes et fantasy, en particulier les adaptations audiovisuelles de la légende arthurienne. Donc elle est l'auteure de Le roi fut et qui sera, représentation du pouvoir arthurien sur le petit et grand écran, chez Classique Garnier en 2019, et a signé justement avec Florian Besson les ouvrages Camelot, un livre d'histoire, chez Vendémiaire en 2018, et Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones, qui doit sortir, on en parlera, au PUF en 2020. Alors, donc tout d'abord, on va peut-être avec mon ami et ici présent Johan Chanoir, poser la question donc que un des deux nous présente, pour ceux qui auraient eu la malchance de ne pas le voir, qu'est-ce que c'est Game of Thrones ? Alors pour ceux effectivement ou celles qui auraient vécu dans une grotte les 10 ans qui viennent de s'écouler, ou qui auraient volontairement choisi d'éviter ça, parce que c'est aussi une raison tout à fait valable. Game of Thrones, c'est, avant d'être un phénomène, c'est une série télévisée créée pour la chaîne HBO, donc une chaîne aux États-Unis. Série télé diffusée entre 2011 et 2019, voilà, sur quand même toute une décennie, qui qui adapte directement des romans de fantasy, toute une saga qui s'appelle en français Le Trône de Fer, en version originale A Song of Ice and Fire, donc une ballade de glace et de feu, qui est donc une saga encore en cours, créée par George R.R. Martin, qui raconte, alors pour faire très très rapide, les luttes de pouvoir entre des grandes familles dans un royaume imaginaire, un royaume de fantasy qui s'appelle Westeros. On a aussi d'autres régions qui interviennent, mais de façon beaucoup plus ponctuelle. Et donc on est dans un monde où on va avoir des luttes de pouvoir, des considérations parfaitement politiques, guerrières, martiales, etc. Le tout dans un monde peuplé d'êtres fabuleux, de dragons, les enfants de la forêt. On a une menace à la fois guerrière et écologique qui s'appelle les marcheurs blancs, qui apportent l'hiver avec eux, et on a tous ces éléments qui se mêlent dans une saga qui s'est étendue donc sur 6 saisons, qui a rapporté un budget absolument colossal à ses créateurs et à l'auteur du Trône de Fer, et c'est une série qui a permis un nombre incroyable de déclinaisons transmédiatiques, avec, outre cette adaptation en série télé, des préquels qui sont annoncés, des adaptations en bande dessinée, en comics, en manga, et avec un nombre incalculable de produits dérivés. Donc on est vraiment sur un phénomène global, un phénomène international, qui s'achève a priori en 2019 puisque la série se termine, mais qui en fait est amené à continuer par la suite. Oui, et puis Justine dit phénomène, effectivement, quand bien même vous n'auriez pas regardé la série, en fait, vous en avez forcément entendu parler ces dernières années, vos collègues, vos amis, votre famille, vos élèves, vous avez entendu Winter is Coming, vous avez entendu des gens s'inquiéter du destin de Jon Snow ou de Daenerys Targaryen, vous avez entendu des gens râler sur la dernière saison, ça forcément, donc c'est vraiment une série qui a marqué la décennie et qui probablement, là on en parlait à l'instant, mais en termes cinématographiques, sériels, a eu un impact fort, donc on évaluera mieux dans quelques années, mais en tout cas qui a changé des choses. Alors effectivement, comme disait Justine, Game of Thrones n'est pas stricto sensu une série sur le Moyen-Âge, mais on va pas, chipoter, c'est plus fantaisiste, ça recycle l'histoire de l'Antiquité avec certaines choses, ça parle du Moyen-Âge, ça parle un peu des temps modernes, etc. On va se focaliser sur sa relation avec le Moyen-Âge, et en clair, une seule question, c'est quoi l'intérêt heuristique
de Game of Thrones pour la connaissance de notre Moyen-Âge? Beaucoup de choses à dire, donc la question est de savoir par où commencer. Il y a plusieurs aspects. Il y a le fait, effectivement, comme tu le disais, que Game of Thrones s'inspire du Moyen-Âge, s'inspire, j'ai envie de dire, des Moyen-Âge, puisque le Moyen-Âge, ce qu'on appelle Moyen-Âge, c'est déjà 1000 ans. Ça s'inspire à la fois de l'Angleterre du 11e, 12e siècle et ce qu'on va retrouver aussi en Orient, soit à la même époque, soit beaucoup plus tard. Tu l'as dit aussi, on a des influences antiques, des influences de l'époque moderne, donc on a tout ce brassage à la fois temporel et géographique, puisqu'on a tous ces éléments qui sont mêlés, à la fois dans les romans et dans l'adaptation en série, puisque toute l'équipe de création, c'est-à-dire non seulement les réalisateurs et les scénaristes, mais aussi tout ce qui va être le travail sur les décors, sur les accessoires, sur les costumes qui sont absolument sublimes Sur la musique. sur les musiques bien entendu, vont s'inspirer justement de tous ces éléments pour piocher des aspects plus ou moins ponctuels, ce qui fait que ça donne une impression de Moyen-Âge, ça fait Moyen-Âge avec des gros guillemets, alors que finalement c'est une époque, c'est une uchronie, on est dans quelque chose qui n'a jamais existé, le Moyen-Âge n'a jamais ressemblé à ça. N'importe où dans le monde, outre justement, même si on met de côté les dragons, les zombies, les dragons zombies, etc., même comme ça, on est sur une image recréée à partir d'éléments préexistants mélangés. Et donc, en faisant Moyen-Âge, la série va contribuer à développer notre propre image, l'image des spectateurs, l'image des étudiants aussi, l'image que l'on peut avoir du Moyen-Âge. Parce que, effectivement, c'est ce que je dis souvent aussi dans mes cours, faut être honnête, le rapport que l'on a au Moyen-Âge, il ne commence pas par la découverte de Chrétien de Troyes en ancien français dans le texte, ou par les cartulaires, ou des choses comme ça. La première vision que l'on a du Moyen-Âge, c'est à travers le cinéma, les séries, la littérature, tout ce monde de fiction. Donc ça veut dire qu'on a déjà une série qui, par son usage parcellaire et mixé du Moyen-Âge, va paradoxalement contribuer à forger notre image du Moyen-Âge. En fait, le médiévalisme, c'est ça, c'est cette recréation du Moyen-Âge dans le contemporain, en particulier à travers la culture pop, mais pas uniquement, parce qu'il y a du Moyen-Âge dans la pub, il y a du Moyen-Âge dans la mode, etc., mais en particulier dans la culture pop. Et ce que dit Justine, c'est très juste, et ça a été juste en fait à toutes les époques. Un grand médiéviste comme Jacques Le Goff disait sans aucune ambiguïté qu'il avait découvert le Moyen-Âge à travers le film Ivanhoé, et que c'était ça qu'il avait vu petit, et que c'est ça qui lui avait donné envie de travailler sur le Moyen-Âge, quoi. Et aujourd'hui, c'est plus Ivanhoé, bon, c'est sûrement plus à travers ça qu'on découvre le Moyen-Âge, mais effectivement Game of Thrones va jouer ce rôle pour toute une génération d'étudiants, de collégiens, de lycéens, pour qui en fait leur image mentale du Moyen-Âge, bon même là il faudrait nuancer, il faudrait dire leurs images mentales, c'est pas les mêmes en fonction de tout le monde, c'est pas les mêmes en fonction de son milieu social, de son âge, etc. Mais leurs images mentales du Moyen-Âge, elles se forment en partie à travers Game of Thrones. Alors c'est certain qu'on a changé d'époque, parce que Michel Pastoureau aussi, dans un article extraordinaire, avait écrit qu'il est devenu médiéviste en regardant Ivanhoé plusieurs fois de suite dans une salle de cinéma. Et Georges Duby disait que c'était avec le roman Ivanhoé, que lui, donc effectivement, lui c'était pas le film, mais que c'était en lisant Ivanhoé de Walter Scott qu'il avait rêvé en premier à ces histoires de chevaliers. Alors si Duby, Pastoureau et Le Goff le disent, je pense que on est assez sécure dans la ligne et on a des modèles tout à fait prestigieux. Alors moi justement, ce qui m'intéresse sur partons du postulat que Game of Thrones est une série sur le Moyen-Âge. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est justement ce regard un peu, parce que dans toutes les séries, dans tous les films sur le Moyen-Âge est toujours un prétexte, et très rarement un contexte. Et là c'est le cas pour Game of Thrones, justement avec toute cette problématique des zombies, du climat qui change, etc. Donc ça fait résonance avec les problèmes écologiques actuels. Et moi j'aimerais bien avoir votre avis sur l'utilisation de plus en plus fréquente aujourd'hui dans les séries, dans les films, du Moyen-Âge comme un repoussoir qui ressurgit après une catastrophe climatique, technologique. Moi je pense à Doomsday, qui est un film totalement méprisé, mais qui est un film remarquable, parce qu'à un moment donné, dans un des territoires de l'Écosse post-apocalyptique, on trouve quelqu'un qui recrée une seigneurie médiévale, ou plus proche de nous, The Walking Dead, à un moment donné, on retrouve quelqu'un qui... Il y a des images très médiévales dans le film. C'est des choses qui existent depuis longtemps, Il y a longtemps eu ce mythe, à la fois dans la fantasy ou dans la science-fiction, en pensant à une série de fantasy comme Shannara,
de Terry Brooks, qui est une série médiévaliste qui décrit un monde qui ressemble de près à celui de Seigneur des Anneaux et qui s'avère en fait petit à petit être dans l'intrigue notre monde dévasté par une catastrophe nucléaire et reconstruit plusieurs siècles ou millénaires, on saura jamais vraiment après. Donc c'est des choses en fait qu'on a depuis longtemps, cet imaginaire du Moyen-Âge comme de quelque chose d'où l'on vient, mais de quelque chose vers lequel on va, vu comme cet effondrement de la civilisation, et en fait qu'on retrouve distillé en quelque sorte dans le discours médiatique ou dans le discours populaire en permanence sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Le Moyen-Âge, c'est une période repoussoire, donc c'est soit sous la figure « Ah, on n'est plus au Moyen-Âge » quand on veut critiquer quelque chose ou critiquer quelqu'un, soit sous la figure « Ah là là, retour au Moyen-Âge » quand là encore on veut s'opposer à quelque chose ou à quelqu'un. Oui, et effectivement, c'est un usage fréquent, et c'est aussi parce que le Moyen-Âge a toujours cette image de période plus simple dans sa technologie, dans ses institutions, même dans ses sentiments. Voilà, on a l'impression que le Moyen-Âge c'était plus simple, alors à la fois avec un côté très utopique, voilà, on regrette parfois ce temps avec une certaine nostalgie. Dans ce cas-là, on va avoir tendance à regretter ce qu'on va appeler le temps des chevaliers, voilà, des chevaliers, des princesses, etc. On regrette moins effectivement toutes les pratiques de torture qui peuvent avoir lieu ou des pratiques barbares qu'on va mettre en avant. Ou alors on a justement l'idée d'une période plus simple, mais donc presque arriérée, avec cette idée de barbarie, de violence permanente, où de toute façon on a une espérance de vie de 17 ans. Voilà. Et alors, les deux images sont totalement fausses. Ce sont deux images extrêmes, une à la fois très rose et dorée, et l'autre très noire, qui sont deux visions exagérées, deux visions hyperboliques. Le Moyen-Âge, les Moyen-Âge réels, se situent en fait dans un entre-deux, comme à peu près toutes les périodes, qui n'étaient ni toutes roses ni toutes noires, comme aujourd'hui malheureusement. Mais on a ces deux images absolument opposées, et qui donnent à chaque fois l'impression que c'était un temps plus simple, donc en bien ou en mal. Mais c'est aussi pour ça qu'une fois qu'on a globalement détruit la planète, que ce soit à cause d'une guerre nucléaire, à cause de notre inconscience écologique ou des aspects comme ça, on va nécessairement revenir à ces pratiques-là, parce qu'on repart à zéro et on repart à partir de choses plus simples. Oui, bien sûr, et ce que dit Justine, le fait que toutes ces images soient fausses, c'est qu'en fait, tous ces usages du Moyen-Âge dans le discours, ou quoi, on s'écarte un peu de Game of Thrones, on va y revenir, en fait, s'appuie finalement sur une ignorance de ce qu'a été la période médiévale. Dire effectivement, après un effondrement écologique, on va revenir au Moyen-Âge, c'est ignorer en fait le fait que la civilisation occidentale au Moyen-Âge, c'était une civilisation productiviste, déjà proto-industrielle, tournée vers l'optimisation des rendements, et qui a mis en place en fait une grande partie des bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène. Donc évidemment, vu qu'on ne sait pas ça, c'est facile de fantasmer le Moyen-Âge, parce que c'est une période à la fois très connue, très présente dans les imaginaires collectifs, et très méconnue. Est-ce que justement la véritable raison, la vraie raison de ce recyclage permanent du Moyen-Âge, c'est pas la question politique? Qui doit exercer le monopole de la violence légitime dans une société complètement transformée C'est une partie, mais je sais pas s'il y a une seule raison. C'est une partie. Souvent, ce que disent les spécialistes du médiévalisme, c'est que le Moyen-Âge, justement, il est tellement pluriel, tellement grand, qu'en fait, c'est facile d'avoir l'usage qu'on en veut, l'appropriation qu'on en veut. On peut piocher à la fois dans un imaginaire de droite, le Moyen-Âge c'était l'époque où tout le monde était bien catholique et allait à la messe, et ça c'était quand même vraiment formidable, parce que c'est vrai, c'est parti du Moyen-Âge, ou au contraire piocher le Moyen-Âge, vraiment la mortalité infantile et les maladies, vous vous rendez compte, c'était terrible, et c'est vrai aussi. Donc on peut aussi se servir de ça. Donc en fait on peut piocher beaucoup, et c'est pas un hasard que ça inspire autant de séries, de jeux vidéo, de jeux de société. C'est un formidable réservoir d'idées, d'images, de thèmes. Et l'avantage aussi, c'est que le Moyen-Âge a à la fois un côté très familier, parce que justement on le voit partout, que ce soit dans toutes les productions culturelles, toute la pop culture, dans toutes les fêtes médiévales, mais aussi pensons à notre architecture. En France, on a quand même une architecture encore très marquée par des Moyen-Âge, encore une fois. Donc c'est-à-dire qu'on peut globalement se balader en ville et tomber sur une cathédrale, sur un reste de château, etc. Donc le Moyen-Âge est encore finalement très présent dans notre quotidien, même si on n'en a pas forcément conscience. Donc il y a ce côté familier, et à la fois il y a un côté dépaysant, parce que c'est familier, mais c'était il y a quand même 1000 ans. Donc il y a des choses extrêmement différentes, la société n'est pas organisée de la même façon, le langage n'est pas le même, les coutumes ne sont pas les mêmes. Donc on a l'impression
d'aller au Moyen-Âge ou de représenter le Moyen-Âge comme on représenterait un pays lointain dans lequel on va faire du tourisme. Voilà. C'est l'idée où on va se balader dans le Moyen-Âge, qui est à la fois quelque chose de dépaysant et de très familier, parce que finalement on en connaît certains codes. C'est l'avantage de cette période à la fois très connue et très méconnue. Alors si on revient sur Game of Thrones, moi il y a quelque chose qui m'a marqué dans la série, c'est on en parlait de pluralité, c'est déjà la pluralité culturelle qu'on peut retrouver à travers les lieux, notamment si on part au sein de Westeros, entre le nord déjà et puis Port-Réal, mais aussi au sein des autres espaces, comme la Cité de Fer par exemple. Alors est-ce que vous pourriez présenter déjà rapidement ces lieux et puis voir un petit peu peut-être quelles influences il y a eu sur leur création, j'allais dire, narrative? Il y a beaucoup de choses. Ouais, donc, effectivement, Martin il crée un monde très vaste. Quoi. L'essentiel de l'action se passe sur Westeros, mais Justine l'a dit, il y a d'autres continents, notamment le continent à l'est qui s'appelle Essos. Et dans la série, on voyage un peu, surtout à travers en fait les pérégrinations de Daenerys Targaryen qui nomadise un peu à l'est avant de revenir à Westeros. Bon, ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, effectivement, il y a une diversité culturelle assez forte. Quoi. En France, en Allemagne, mais aux États-Unis, il y a eu beaucoup de débats dans les dernières saisons de Game of Thrones, notamment sur la représentation des personnes racisées, ce genre de choses. Donc, c'est des enjeux qui ont cristallisé beaucoup de tensions également, donc on a moins en France. Et après, ça se revoit aussi dans ne serait-ce que les choix de décors ou de lieux de tournage pour ces différents espaces. Si on prend le château de Winterfell, donc le château des Stark, qui est au nord du royaume au nord de Westeros, qui est lui-même composé de 7 royaumes, qui en fait sont pas tous des royaumes, mais bon, voilà, on va faire simple. Si on prend donc Winterfell, c'est tourné en grande partie en Irlande, donc on est sur des paysages du nord, des paysages à la fois froids et pluvieux, mais donc très verdoyants, et on est sur une image d'un nord très austère, ce qui va se retrouver dans le caractère des personnages, dans leur tenue, dans leur façon de foncer tête baissée dans les pièges, alors que c'est écrit piège en gros. Dans leur nom même, la famille qui domine à Winterfell, c'est les Stark, un mot anglais qui veut dire les sévères, littéralement ceux qui sourient pas, quoi. Les Stark, quoi, ils tirent la gueule. Et c'est vrai qu'ils respirent pas la joie de vivre, non, que ce soit de Ned Stark à Jon Snow, un cas particulier, mais voilà. On ne peut pas dire. C'est ça. Donc Winterfell, ça va être cette représentation de l'Irlande, du nord de l'Angleterre, par exemple. Si on va à l'extrême sud de ce continent, on va être à Dorne, qui est une principauté, qui là a été tournée en grande partie, en tout cas pour le château, en Espagne. À Séville. Oui, donc en plus le sud de l'Espagne, donc on est sur la Alhambra, etc. Et donc là on est sur un climat beaucoup plus ensoleillé déjà, ce qui va se retrouver dans l'architecture, ce qui va se retrouver avec cette théorie des climats toujours absolument fabuleuse, dans le caractère des personnages qui vont avoir une sexualité beaucoup plus libre, ce qu'on voit à travers les personnages de Oberyn Martell par exemple, mais en fait il y en aurait plusieurs à citer. Donc on a une vision de l'Europe principalement pour Westeros. Westeros, le continent de l'Ouest, c'est pas anodin. C'est une forme de vision de l'Europe compressée, si vous voulez, qui s'étendrait de l'Écosse, sévère et rude. D'ailleurs, on a une blague que fait Tyrion dans la série, quand il essaye d'expliquer à Missandei et à Vergris, donc Grey Worm, ce qu'est une blague. Il raconte une blague où il fait apparaître un Lannister, un Stark et je ne sais plus quel est le troisième. Et les Stark, c'est clairement une image des Écossais. En fait, on va retrouver les mêmes clichés, le même type de représentation, mais donc on est sur cette image de l'Europe compressée qui va s'étendre du nord de l'Écosse jusqu'au sud de l'Espagne, avec un petit peu d'Orient dans tout ça de façon ponctuelle, mais globalement, la vision ensuite de l'Afrique et de l'Asie vont être elles-mêmes comprimées dans une partie du continent d'Essos qu'on va voir effectivement à travers les aventures de Daenerys, qui parcourt quand même pas mal Oui, et puis en fait, Martin, donc l'auteur des romans, on le rappelle, et puis à la suite, les créateurs des romans sont eux-mêmes les héritiers d'imaginaires qui sont construits historiquement, et notamment quand ils décrivent cet Orient, en fait, ils reprennent en grande partie l'orientalisme tel qu'il a pu s'inventer au 19e siècle. L'Orient dans Game of Thrones, c'est un espace de luxe, c'est un espace de magie un peu mystérieuse, c'est un espace de volupté, avec des courtisanes à demi-nues, etc. Et en fait, c'est exactement l'orientalisme des romans victoriens, c'est l'orientalisme de Bob Moran, c'est l'ombre jaune,
que ce soit à Leng ou à Ashai, ce genre de choses. Et en fait, on voit bien à quel point, ici, ils reprennent totalement tout cet imaginaire, à la fois géographique, mais aussi historique, social, etc. Ah, donc c'est bon, et c'est effectivement Game of Thrones s'inscrit dans tout un registre. On pourrait penser aux cartes, au royaume qu'avait dessiné l'auteur de Conan, etc. Bien sûr. Dans ses publications. Et il s'inscrit surtout, vous l'avez dit, Justine a évoqué les lieux de tournage très très différents. Et pour mixer après, pour faire un seul lieu, ça s'inscrit donc dans les traditions du cinéma. Et notamment dans tout ce qui est représentation de guerre, de bataille. Et là, on va en discuter parce que moi, personnellement, je trouve qu'il y a une rupture par rapport au traitement de la bataille médiévale dans le cinéma médiévaliste depuis ses origines. Je pense au film de 1917 de Cécile B. 2000 sur Jeanne d'Arc, où il y avait une scène de bataille, de prise de château absolument spectaculaire pour l'époque. On a des films français comme Le Miracle des Loups en 1924, par exemple, donc un peu plus tardif, où la rupture majeure, pour moi, c'est 1985, Paul Verhoeven dans La chair et le sang. Le film d'ailleurs commence par une scène d'attaque d'une ville qui est assiégée au 1501, je crois, en Italie. Et là, il y a une rupture majeure avec tout ce qui se fait avant. On voit le sang, on voit le gore, etc., les corps démembrés, voilà. Et par contre, là, Game of Thrones a franchi un pas, une étape supplémentaire, puisque bon, il y a plein de batailles dans Game of Thrones, il y a plein de sexe, il y a plein de politique, mais il y a plein de batailles. Il y a plein de démembrements aussi. Voilà, il y a plein de démembrements. Il y a deux batailles qui sont majeures, la bataille de la Neva et la bataille des bâtards, qui, à mon avis, et j'aimerais connaître le vôtre, vont changer, ou ont changé les codes de représentation d'une bataille moyenâgeuse ou médiévaliste. Médiévale. Jamais moyenâgeux. C'était pour les faire réagir. Tu vois, ça marche. C'est comment réveiller un médiéviste dans n'importe quel contexte. Mais alors, changer les codes, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça change surtout, à mon avis, les codes de la représentation de la bataille en fantasy. Vraiment, Game of Thrones, c'est vraiment à l'intersection des deux. C'est une série médiévaliste, comme il y en a eu d'autres, comme tu citais Verhoeven, comme on citait Braveheart, par exemple, mais c'est aussi une série de fantasy. Comme il y en a eu d'autres, voilà, il y avait eu les films du Seigneur des Anneaux ou la série Legend of the Seeker, ce genre de choses, quoi. C'est vraiment à l'intersection des deux. Et en règle générale, dans la fantasy, souvent en fait la fantasy c'est très épuré. C'est la tradition de ce qu'on appelle la high fantasy à la Tolkien. Les combats sont généralement peu sanglants, notamment les combats ils sont simples, ils opposent des héros humains à des créatures monstrueuses pas humaines, ce qui est aussi une stratégie pour mettre à distance la violence. Quand Aragorn pourfend des orques, ou quand Legolas et Gimli font leur concours pour savoir combien d'Uruk-hai ont été tués, il n'y a pas de problème, on n'a pas d'empathie pour les Uruk-hai. C'est une créature absolument monstrueuse, ils sont rouges et noirs, ils ont des dents pointues, ils mangent de la chair humaine, enfin a priori personne dans le film ne trouve les Uruk-hai sympathiques, sinon je suis curieux d'avoir leur avis. Je suis sûr qu'on peut en trouver. Et donc ça c'est vraiment la tradition de la fantasy. Et du coup les combats sont très lisses en fait. Littéralement, Legolas flotte dans les combats sans être jamais décoiffé, comme un James Bond dans les vieux James Bond. Voilà, il finit le combat bien propre en ayant tué 150 Uruk-hai mais avec toujours des flèches dans son carquois. Et il a pas l'air particulièrement fatigué. Et au contraire, Game of Thrones en fait propose une approche beaucoup plus, on va le dire, réaliste, sachant qu'en même temps ça veut rien dire ce terme vu qu'on est quand même dans une série de fantasy, mais beaucoup plus réaliste avec des héros qui vont au combat, qui vont être dans le sang, dans la boue, qui sont menacés, qui sont fatigués, etc. Des aspects qui étaient présents en fait même dans la high fantasy, si on reprend Le Seigneur des Anneaux qui est quand même la base de la high fantasy, ça établit tous les canons un peu de ce sous-genre si vous voulez de la fantasy. On va retrouver cette idée de fatigue, de souffrance de l'être humain, enfin de l'être humain, du personnage en tout cas, mais on va le retrouver généralement en dehors des batailles. C'est ce qu'on va retrouver avec Sam et Frodo quand ils font tout le trajet pour justement accéder jusqu'au Mordor. Aragorn. Voilà, et c'est ce qu'on va retrouver dans ces personnages finalement très humains, même si ce sont des hobbits, et c'est pas ce qu'on va retrouver dans les grands héros épiques. Là, George Martin propose, lui, on va le classer en fait dans une sous-catégorie encore de fantasy qu'on va appeler la gritty fantasy généralement. Donc gritty, c'est ce qui va être rugueux, c'est ce qui est recouvert de sable et qui râpe un peu. C'est cette image-là, quelque chose qui dérange. Et justement, la fantasy de Martin, c'est une fantasy qui va prendre tout ce réel des combats, de la souffrance, le sang, la sueur et globalement tout ce que le corps va pouvoir rejeter et l'intégrer au cœur des combats parce que ça fait partie de la réalité des combats. Quand on prend la bataille des bâtards qui a été quand même vraiment exceptionnelle dans la façon dont elle a été tournée, dans la façon dont elle a été réalisée par la suite, on voit et on vit avec le personnage de Jon Snow la façon d'être enseveli
sous les cadavres petit à petit, des cadavres en plus de gens qu'il connaît, etc. Donc on a toute cette dimension psychologique et émotionnelle aussi. On a un resserrement des plans et une façon d'entendre petit à petit le souffle court du personnage qui est étouffé. L'image se voile en partie. On vit avec le personnage cette souffrance et cet étouffement. Alors qu'on est dans une grande bataille épique qui affronte encore une fois, on est quand même avec le bien contre le mal, puisqu'on a Jon Snow d'un côté qui est clairement le grand héros, face à Ramsay Bolton qui est un des pires salauds de l'histoire de la télévision, et sachant que c'est dans une série qui avait présenté Joffrey juste avant, donc ça partait avec des bases quand même assez solides. Donc on est encore sur une représentation très manichéenne, du bien contre le mal. On a beaucoup de difficultés à être du côté de Ramsay Snow, Ramsay Bolton, mais on a une façon beaucoup plus réaliste de vivre la scène. La représentation n'est pas réaliste sur plein des aspects, parce qu'encore une fois on est dans un domaine de fantasy où on a même un géant qui se bat dans la bataille des bâtards, mais on a une sensation réaliste. Oui, ou par exemple un pas réaliste, on l'a dit, le fait que Jon Snow n'ait pas de casque, comme l'intégralité des personnages principaux lors de ces batailles, puisque pas abîmer sa coiffure. C'est des acteurs principaux, donc payés très cher, donc il faut qu'on les voit, puisqu'on veut les voir, donc du coup tous ces acteurs se lancent gaiement au combat, sans le moindre casque, ce qui là aussi d'un point de vue militaire paraît fort peu pertinent quand même, je le signale. Ne le faites pas chez vous, il faudrait faire comme dans les vidéos dangereuses, ne faites pas cet exercice chez vous. Mais on a un petit clin d'œil qui est fait dans la série à cette façon justement qu'ont les personnages de partir au combat sans casque quand Oberyn va combattre, au nom de Tyrion Lannister, va combattre, donc Gregor Clegane dit la montagne, et Tyrion lui dit absolument paniqué, mais vous pourriez au moins mettre un casque, et Oberyn avec toute la nonchalance du personnage qui lui explique que non, mais ce n'est pas aujourd'hui que je meurs, donc le jour où il meurt, voilà. Mais donc on a un petit clin d'œil comme ça, mais parce qu'on voit bien qu'avec les contraintes du tournage de la série, les contraintes de budget, les contraintes de célébrité des acteurs, tout simplement, on ne peut pas se permettre de tous les cacher, et aussi des contraintes narratives, parce que quand vous mettez 40 personnages avec tous à peu près la même carrure, avec des casques, vous ne voyez plus nécessairement leur visage. Alors pour savoir qui est Jon Snow dans son armée du Nord, bon courage. Là on retrouve un vieux problème qu'a connu le cinéma hollywoodien, donc pas forcément avec des films sur le Moyen-Âge, mais moi je pense par exemple au Jour le plus long, avec la scène d'Omaha où on voit Robert Mitchum totalement reconnaissable avec un cigare debout en pleine bataille, pour que tout le monde se le reconnaisse, alors que les autres soldats portent des casques, se cachent et on ne les voit pas. Mais je dirais donc, si je vous entends bien, qu'en fait les réalisateurs ont réussi à surmonter cette apourie dont parlait Georges Duby dans le Dimanche de Bouvines, c'est restituer ce qu'est une bataille. Alors nuançons. Dans certaines batailles, à certains moments, dans certaines séquences. Peut-être. Voilà. Mais c'est pas les premiers, là, la bataille des bâtards. Moi, en la voyant, je pensais vraiment à ces scènes de bataille de Braveheart, quoi. Où c'était déjà très gore, très sanguinolent, où il y avait vraiment William Wallace, Mel Gibson, éprouvé, fatigué, blessé de partout, et en plus il a les mêmes cheveux que Jon Snow, les cheveux longs comme ça. Il y a déjà des scènes dans Braveheart quand il perd la bataille, là, je sais plus, c'est Sterling je pense, où du coup pareil il se retrouve un peu piétiné sous les gens, etc. Donc c'est pas une révolution totale. C'est vrai qu'il y a des moments où pour la télévision on ressent bien une certaine approche qui doit être en partie nourrie, mais on l'a dit, on se demande dans quelle mesure même c'est pas nourri par les renouvellements historiographiques de la Première Guerre mondiale, tout ce traitement de la guerre au ras du sol, à la Stéphano Douin Rousseau, ce genre de choses. On travaille plus du tout sur la violence de guerre aujourd'hui comme on y travaillait il y a 20 ans. On a vraiment recentré l'attention sur les tranchées, le ras du sol. La série elle dit ça aussi, elle dit cette attention au corps qui souffre, au corps qui meurt. Bon, finalement, au corps qui meurt, mais quand même limité, parce que les héros, ils meurent pas pendant les batailles. Aucun personnage principal de Game of Thrones ne meurt pendant une bataille. Jamais. Non. Il meurt après. Ou avant. Dans un dernier souffle héroïque, le temps d'avoir une dernière réplique face caméra. Personne ne meurt dans l'anonymat de la bataille. Alors moi j'aurais aimé qu'on revienne quelques instants sur la grande bataille de la dernière saison, la bataille de Winterfell, qui là a peut-être cassé quelques codes, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà, qui a cassé beaucoup de choses, donc justement parce qu'elle a fait parler, ne serait-ce que par sa durée à l'écran, un épisode entier, voilà, donc
qu'est-ce que vous en pensez? Parce que voilà, cette dernière saison, on y reviendra. Hein. Il y a eu des choses à dire, voilà, Au niveau série, ce qui est assez exceptionnel, ce qu'on disait, c'est que Game of Thrones, ça a sûrement été la première série, moi, je pense, hein, à faire du cinéma sur petit écran, quoi, par l'ampleur des moyens, par ce genre de choses. Et là, effectivement, la bataille, en fait, il a fallu plus longtemps pour tourner cette bataille qu'il avait fallu de tournage pour la bataille du gouffre de Helm à la fin du deuxième volet du Seigneur des Anneaux. C'est démesuré quand on On est dit, sur, quoi. je crois, 55 Voilà, nuits. presque 2 mois de tournage, Mhm. avec du coup des centaines de figurants, ils ont recréé un château en pierre, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues dans des séries auparavant. Bon, après, il y a plein de choses qui restent extrêmement classiques, hein. Le fait que la bataille ait lieu de nuit, pendant une tempête de neige, ça c'est connu, hein. C'est un bon moyen Rien de plus d'économiser, on le voyait déjà dans le Les premier effets Jurassic spéciaux, Park, voilà. voilà, mettons les dinosaures de nuit sous la pluie avec des personnages myopes, ça passera, ça passera mieux, mais c'est quand même la même chose. Et puis on retrouve plein de choses, et là pour le coup on voit bien à quel point la série elle est ambivalente, parce que finalement ça retombe sur une logique très fantasy, parce que au terme de cette immense bataille où se joue, on rappelle, le sort du monde, parce que c'est la bataille entre en gros les forces humaines coalisées contre les forces de zombies, Des morts, oui. des morts vivants du roi de la nuit, et finalement comment s'achève cette bataille? Attention, spoiler alert, hein, coupez le micro pendant 30 secondes, la bataille elle s'achève sur un coup de couteau Un duel. donné par Arya, donc un duel, comme l'intégralité des films et des séries depuis toujours, de Star Wars, au Seigneur des Anneaux ou quoi, un duel entre le gentil et le méchant, et le gentil gagne. Voilà. Et du coup c'est un peu déceptif, quoi, parce que... Oui, c'est-à-dire que cette bataille est à la fois très intéressante à étudier, a été, je pense, extrêmement décevante pour beaucoup de spectateurs. Simplement, non, il y a plein de raisons, mais déjà parce que justement, globalement, c'est une confrontation qu'on attendait depuis le début de la série, puisque même si on est beaucoup occupé par ces enjeux de pouvoir, la toute première séquence de la série et le prologue en fait, hein, du premier roman est vraiment consacré à ce retour des marcheurs blancs, les White Walkers, qui vont venir petit à petit, alors avec leur rythme, hein, doucement mais sûrement, qui vont venir justement descendre depuis le nord, ces terres inconnues en fait, au nord de Westeros, et qui vont réussir à descendre finalement pas tant que ça. Et donc on les attend depuis 6 saisons. Là on a la grande bataille qui réunit en fait tous les gentils, plus ou moins gentils avec ce que ça implique, hein, dans Game of Thrones, parce qu'on a quand même beaucoup de nuances de gris. On a tous ces personnages qui ont réussi tant bien que mal à s'unir malgré leurs divergences d'opinion pour affronter le grand ennemi. Le tout dure, alors un épisode, mais j'ai envie de dire un seul épisode presque. On a toute la préparation sur l'épisode d'avant, on a la bataille sur un épisode d'après, et ensuite on a les bûchers des morts, voilà, forcément sur la suite. Et j'ai envie de dire, c'est bouclé. On se rend compte qu'on a d'autres problèmes, effectivement, puisque la vie continue, c'est justement pour ça qu'on se battait. Mais voilà, donc il y avait toute cette attente qui a abouti à une bataille où on voyait pas grand-chose, parce que justement, c'est la nuit, c'est dans le brouillard, et que les aracs, donc les espèces d'épées recourbées, hein, des Dothraki, qui avaient été enflammées par Mélisandre, ont été soufflées comme des bougies d'anniversaire en 3 secondes. Ce qui fait que globalement, heureusement qu'on avait quelques dragons qui allumaient des incendies un peu partout, sinon on voyait vraiment rien dans l'épisode. Donc on a cette frustration de pas véritablement voir, et il faut être honnête, dans une série qui nous a habitués à pouvoir tuer ses personnages principaux presque à tour de bras, hein, c'est quand même tout le principe de la fin de la première saison. Personne ne meurt. Personne ne meurt. Personne Enfin, d'important. si, on a Jorah. Quelques seconds rôles, Jorah, voilà, un frère de la garde de nuit, mais personne d'important ne meurt, quoi. Donc ce qui était effectivement... Et ce qui est intéressant dans cette bataille, c'est que très vite elle a été critiquée par les fans, et elle a été critiquée toujours sur le même motif. Donc je parle sur les forums de fans, hein, par exemple, que nous on consultait beaucoup à ce moment-là comme une source, quoi, à part entière, de la façon dont la série était reçue. Et elle a été critiquée au nom d'un irréalisme, en disant elle n'est pas réaliste, cette bataille. Parce que, effectivement, pas parce qu'il y a les dragons, hein. Voilà, pas parce qu'il y a les dragons, quoi. En fait, les choix irréalistes, c'est des choix stratégiques. Le fait, par exemple, de mettre les trébuchets à l'extérieur des murailles du château, ce qui effectivement paraît très peu pertinent. Le fait de mettre son armée à l'extérieur des murailles de la ville plutôt que d'utiliser les murailles du château, un autre choix qui paraît curieux. Pourquoi construire des murailles dans ce cas-là? De cacher les femmes et les enfants dans les cryptes alors qu'on sait très bien que absolument. l'ennemi fait revenir les morts à la vie. Etc. Donc plein de choix très bizarres. Et en fait, c'est très intéressant, ça montre bien le lien qu'ont les fans à la série et à l'histoire médiévale à travers la série. C'est qu'en fait, on accepte une espèce de suspension de crédulité en disant, bon, il y a des morts vivants et des dragons, ok, ça se fait partie du jeu, mais le reste doit être le plus réaliste possible.
Et en fait, les créateurs de la série eux-mêmes, ils jouent énormément de cette ambiguïté en disant on est une série de fantasy, mais en même temps, on est aussi une série réaliste. Ils jouent de cette ambiguïté comme un argument marketing, Oui, en fait, parmi d'autres. Ça a été beaucoup utilisé donc, par donc David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de la série, et par George Martin lui-même avant ou pendant la série. Cet argument d'autorité en disant oui, ce que je représente c'est extrêmement violent et il y a des viols toutes les 5 minutes, mais c'est parce que c'était comme ça le Moyen-Âge, vous vous rendez pas compte, c'était une période barbare. Voilà. C'est vraiment un argument dû au Moyen-Âge, c'était comme ça, qui encore une fois est faux, on est bien d'accord que ça c'est faux, mais qui est utilisé en fait pour légitimer la série. Et c'est intéressant de voir que du coup c'est un argument qui peut se retourner contre la série, où du coup les fans peuvent tomber sur un épisode en disant non, complètement absurde, parce que là on peut pas mettre des trébuchets devant les murailles, ça peut pas marcher. D'autant plus qu'on a pas mal de scènes où on voit tous les personnages des hauts commandements préparer les batailles, avec des plans de bataille tout à fait anachroniques aussi, mais avec des cartes, etc. Ils préparent tout ça, toute leur stratégie, et on les voit jamais, et ils font pas ça. Je sais pas ce qui se passe, mais que ce soit la bataille des bâtards, où on a une belle stratégie qui est mise en place, et Jon Snow, on lui dit ne te fais pas avoir par Ramsay qui va tout faire pour te pousser à bout, et donc en bon Stark qu'il est, il fonce dans le piège. Voilà. Donc c'est tout. Après c'est un code du genre, mais on a à la fois une utilisation d'une forme de réalisme, en disant on va préparer des plans de bataille, on va faire une stratégie, et ensuite on a la fantaisie qui dit voilà, tant pis. C'est un petit peu ça. Alors ça, effectivement, c'est tout à fait un code du genre, du moins cinématographique sur le Moyen-Âge, parce que les trébuchets, les régiments en ordre de marche devant les murailles, on le retrouve dans un grand nombre de films, y compris non occidentaux. Je pense à un film turc, Constantinople, où on trouve la même scène, les trébuchets et les régiments en ordre de marche devant les murailles de Constantinople, qui sont pourtant à l'époque les particulièrement épaisses, les plus puissantes, etc. Alors j'ai bien aimé la remarque de Justine sur l'effet de temporalité et les cartes, parce que c'est vrai que si nos collègues nous écoutent, on utilise beaucoup les cartes géographiques dans Game of Thrones. Il y a beaucoup de scènes, il y a même des cartes, une scène sur le sol, dessinée sur le sol, plusieurs. que l'on trouve dans un film d'ailleurs de Prince Vaillant, le remake, pas de celui de 54 évidemment, mais l'autre qui a beaucoup moins marché, qui était beaucoup moins bon. Et ça, c'est aussi un topos du cinéma médiévaliste. Il y a des cartes. Voilà, il y a des cartes, il y a beaucoup de cartes. Fantasy aussi, puisque vous prenez pas tous, mais une grande majorité des romans de fantasy, des sagas de fantasy, généralement dans les premières pages, vous avez la carte du monde de l'univers. Qui joue souvent un rôle dans l'intrigue. Pensez à Bilbo le Hobbit, dans laquelle la carte est en fait un ressort narratif à part entière. Il faut la décoder, il faut l'utiliser, où est la porte, où est la clé, etc. Ouais, ça en fait c'est l'exemple typique d'un anachronisme qui relève de l'impensé. En fait on projette un certain nombre de pratiques contemporaines sur la période médiévale sans se dire que en fait ça marchait pas comme ça, quoi, puisque le rapport à l'espace des médiévaux est autre, il n'est pas médié par la carte comme comme c'est le cas aujourd'hui. Du coup c'est un autre rapport à l'espace, et en fait tout simplement on s'en servait pas comme ça, de même qu'à l'époque on pensait pas comme ça, on pleurait pas comme ça, on riait pas comme ça, on mangeait pas comme ça, mais tout ça c'est des pratiques contemporaines qui sont projetées. Bon, encore une fois, il n'y a rien de spécifique à Game of Thrones ici, c'est classique dans l'histoire du cinéma, de la série et de la fantasy. C'est aussi une façon de faciliter pour le spectateur, faciliter le visionnage, faciliter l'apprentissage de ces codes, puisque si on décale tout dans un univers où non seulement on a des dragons, on a une menace de zombies, on a des noms quand même très compliqués, voilà, Idar, Zohar, Daxos, je ne sais plus quoi là, des choses comme ça. On a des personnages donc avec des noms, avec des généalogies parfois complexes, plein de grandes familles qu'il faut pouvoir distinguer. Au début, heureusement qu'on repère que les Lannister sont blonds et que les Stark sont bruns, ça nous permet de faire une distinction très nette. Mais si en plus on a des personnages qui parlent pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui ne rient et pleurent pas comme nous, on est complètement bloqué en dehors et on peut pas s'identifier à ces personnages. Et votre histoire tombe à plat parce que vous pouvez pas avoir ce rapport avec le spectateur. C'est un problème éternel. Duby, qui était consultant sur beaucoup de films, il disait moi je peux vous dire comment un personnage parle, mais je pourrais jamais vous dire comment un homme du Xe siècle marchait, et il marchait pas comme nous. Parce que forcément, il n'était pas nourri comme nous, il marchait pas comme nous, il dit, et ça je pourrais jamais vous le dire, comment est-ce qu'il rigolait, comment est-ce qu'il applaudissait, comment est-ce qu'il se mouchait, on peut pas savoir. Et donc tout ça, en fait, il y a une anthropologie autre que, évidemment, là, la série efface totalement, quoi. En fait, c'est des contemporains plongés dans un univers médiévaliste. Tout à fait. Alors ça vient également du western, parce que dans le western, on voit beaucoup les tuniques bleues se servir de cartes
à notre façon d'aujourd'hui. Tout ça, justement, comme disait Justine, Florian, c'est pour atténuer le choc des temporalités et nous projeter dans un univers un peu plus familier que celui de la frontière à la fin du 19e siècle. Alors on va changer sans aucune transition, on va abandonner la guerre, c'est bien dommage qu'on aurait pu en parler pendant des heures. Et là on va parler un peu de sexe, alors, ça peut être attirer un Souvent, peu c'est lié, les hein, auditeurs, dans les voilà. enfants, donc, On ça va parler des marche. familles, des alliances familiales, des bâtards, des nains aussi, qui dans la série, bon les nains, il y en a surtout un, mais les bâtards, Dans les romans, familles, il y en a voilà, plus. sont plus nombreux. Et en termes de, donc toujours pas notre question centrale, hein, quel rapport avec le Moyen-Âge et l'usage de ces relations familiales, de la place du bâtard, de la place de la femme, soit objet, qu'on déshabille beaucoup, soit sujet, qu'on déshabille un peu moins, quoique. Quoique, oui. Ouais, Cersei. Euh, Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thèmes et de sous-thèmes. Voilà, voir encore une fois par où commencer. Au hasard, je vais commencer par les femmes, hein, parce que voilà. C'est un sujet qui bizarrement me tient à cœur, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de la nudité, notamment hein, dans Game of Thrones, surtout en fait dans les premières saisons, parce que ensuite ça a été non seulement critiqué, mais en plus on avait d'autres problématiques qui se mettaient en place et on avait une fanbase, hein, des spectateurs accros à la série, ce qui fait que au bout d'un moment, c'était plus la peine de leur mettre toutes les 5 minutes des femmes toutes nues pour qu'ils continuent à regarder. On avait d'autres raisons. Alors, il y a eu quelques hommes tout nus, hein, on est d'accord, parce qu'on me dit à chaque fois, oui, il y a aussi des hommes tout nus, oui, mais Très peu. finalement beaucoup moins. Beaucoup moins, pas filmés de la même façon. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc effectivement, on est à la fois dans une représentation qui va être liée à ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec l'orientalisme notamment. On a une énorme représentation, une surreprésentation des prostituées dans Game of Thrones. Donc forcément, quand on est une prostituée, on est dévêtu soit tout de suite, soit en tout cas très rapidement dans l'intrigue. Et quand j'ai envie de dire, elles sont uniquement dévêtues, elles peuvent bizarrement s'estimer heureuses quand même, parce qu'il leur arrive des choses assez atroces. Là, on est sur une représentation qui est faite en partie pour attirer le spectateur. Masculin. Masculin, hétérosexuel, hein, globalement. Sachant que ça a été pendant longtemps je vais pas dire une politique de la chaîne HBO, mais je sais pas si c'était reconnu comme tel, mais en tout cas, c'était avancé que dans les programmes d'HBO, on avait très facilement non seulement de la violence, mais aussi une représentation très crue de la sexualité, de la nudité, etc. Il y avait une parodie qui avait été faite il y a quelques années, parce que l'ancienne devise de HBO, c'était « It's not TV, it's HBO ». Donc c'est pas de la télé, c'est HBO, donc en disant que c'était une meilleure qualité que la télévision. Donc déjà, ça se posait là, mais bon. Et il y avait une parodie qui avait été faite, qui disait « It's not porn, it's HBO ». Donc c'est pas du porno, c'est HBO. Et c'était vraiment cette idée-là, on avait des personnages, des acteurs qui jouaient en disant, ils expliquaient à leur famille qu'ils avaient eu un rôle dans une série, dans un programme, et ils expliquaient des choses absolument atroces de sexualité, etc., à leurs parents, à leurs amis, et tout le monde était choqué, et ils finissaient par dire, non, mais c'est pas du porno, c'est HBO. Du coup, tout le monde était très heureux. Voilà, donc c'est une politique aussi, en tout cas c'est assumé, ça fait partie des codes de la chaîne, et ça a été beaucoup utilisé dans les premières saisons de Game of Thrones notamment, en particulier à travers un phénomène qui a été appelé sexposition, c'est-à-dire que, avec un mélange entre le mot sexe et exposition, c'est-à-dire que on a une scène de dialogue avec un plan, un élément politique un peu barbant à mettre en scène, on va faire cette discussion dans un bordel, ce qui permettra, pendant que les deux personnages masculins, généralement tout à fait bien habillés, discuteront de ce sujet un peu saoulant, on mettra derrière des filles toutes nues et comme ça fera passer le temps beaucoup plus vite pour le spectateur. Et effectivement, dans toutes les premières saisons, on a ce processus qui apparaît, qui est déjà très gênant, mais qui est une façon d'attirer et de retenir l'attention du spectateur pendant les points d'intrigue qui pourtant sont essentiels. On le retrouve dans d'autres séries médiévalistes comme Viking par exemple, qui n'est pas distribuée et produite par HBO, mais là clairement la nudité a été clairement affichée comme un moyen de fidéliser le cœur de la chaîne, c'est-à-dire le public masculin hétérosexuel entre 15 et 49 ans. Oui, bien sûr. Oui. Donc là alors, on se retrouve... avait un peu plus de nudité masculine, de semi-nudité masculine dans Vikings. Ouais, toujours moins érotisé, toujours Voilà, moins moins sexualisé. Donc tout toujours- simplement aussi parce que dans Vikings, on a très peu de personnages féminins Oui. par rapport au nombre d'hommes Oui, qui c'est vrai. maintiennent le haut de l'affiche. Alors le rôle des bâtards dans Game of Thrones, parce qu'il y a une bataille des bâtards, mais alors leur rôle politique, leur rôle stratégique dans cette conquête justement du trône de fer.
Oui, bah, c'est l'un des éléments autour duquel Martin construit son intrigue. Hein. Depuis les premières pages du premier tome, premier épisode, l'un des personnages principaux c'est Jon Snow, qui est le bâtard de Ned Stark, hein, joué par Kit Harington dans la série. Qui s'avère finalement, donc, deuxième spoiler, attention, ne pas être le bâtard de Ned Stark. Quoi Si tu l'apprends maintenant, Tout fout le camp. On va revoir deux, trois trucs. Et Tout puis fout le camp. effectivement, il y en a d'autres. Bon, c'est assez classique en fait dans la fantasy. On en a d'autres, hein, des personnages de bâtards. Ça arrive assez souvent. Là, c'est traité autour de la question du coup de son identité. C'est plutôt lui qui, le fait de savoir qu'il est un bâtard, ça lui pose tout un tas de problèmes. C'est notamment pour ça qu'il veut pas coucher avec une prostituée dans le premier tome parce qu'il a peur lui-même d'engendrer un bâtard comme son père, ce genre de choses. Donc en fait. Bon, c'est pas un motif narratif finalement si central, puisque la vraie raison c'est de qui est-il vraiment le fils. Et en fait, c'est autour de ça qu'est construit la dernière saison plutôt qu'autour de la bâtardise. Alors, les autres, parce qu'il y a d'autres bâtards qui apparaissent, Oui, enfin, qu'on croise lui assez n'en étant souvent. pas, Bien d'ailleurs. sûr. Et puisqu'on a parlé de Ramsay Bolton, qui est, on va dire, naturalisé. Gendry. On a Gendry, on a les enfants de Cersei Et Jaime. et Jaime, donc en particulier le personnage de Joffrey qui est mis en avant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait on a deux images des bâtards. Une image globalement des héros, donc ça va être Jon Snow qui est un peu à part, Gendry, etc. On a des personnages très gentils, hein, comme Tommen, qui a beau être un bâtard, il est présenté comme un enfant tout à fait charmant. Et on a la vision qui va être héritée de la littérature médiévale, qui est la vision du bâtard comme un personnage non seulement ambitieux, mais cruel, qui est globalement l'archétype de Mordred. Oui, surtout, c'est littéralement le bâtard, c'est le dégénéré. Hein, au sens latin, c'est le dégénéré, et c'est celui qui est sorti du genus, sorti de la famille. Donc c'est vraiment ça, quoi. C'est le bâtard dégénéré, c'est ça en fait. Et là, clairement, Geoffrey. Geoffrey Ou et Ramsay, ça se pose là. C'est des personnages sadiques qui ont l'air de se complaire dans le sang et la violence. C'est vraiment le cliché du bâtard médiéval. Et en fait, Justine a dit, c'est le cliché du bâtard dans la littérature médiévale. Parce qu'en fait, dans la réalité, les sociétés médiévales, elles s'en moquent en fait largement. La notion de bâtardise, c'est une création de l'Église catholique. Qu'elle impose très tard, seulement à partir du 10e, 11e, au moment où elle impose le mariage chrétien monogame, consensuel, et en fait c'est quelque chose qui prend assez peu, donc il y a des bâtards partout dans les sociétés médiévales, et généralement ça pose pas de problème en fait. Y compris dans les grandes familles, dans le clergé, Y compris dans les etc. grandes familles qui, voilà, à partir du 14e, 15e, c'est fréquent d'avoir un fils bâtard qui occupe des positions importantes jusqu'à très tard. Et en fait, c'est tard, hein. On voit bien, effectivement, Louis XIV, quand Louis XIV essaye de légitimer ses bâtards, là, ça marche plus. Là, le Parlement de Paris casse le testament et le duc du Maine reste bâtard, mais on est tard, quoi, par rapport à la période médiévale. Alors moi j'aurais aimé qu'on revienne aussi par rapport au rôle de la famille, à la stratégie d'alliance, hein, qu'on voit tout de suite dans la série, hein, puisque la saison 1 commence comme ceci. Voilà, est-ce que c'est bien représenté ce côté-là? Est-ce que là aussi il y a des évolutions? Est-ce que c'est représenté parce qu'on fait jouer les intrigues autour de ça ou pas du tout? Voilà, Ouais, là aussi c'est l'une des ruptures de Game of Thrones, hein, ancrée dans ce que je disais, hein, cette gritty fantasy. On voit bien la rupture par rapport à Tolkien. En fait, Tolkien et toute la high fantasy, hein, je dis Tolkien mais c'est pas que Tolkien, hein, c'est vraiment toute la high fantasy, les combats sont très lisses, mais finalement les jeux politiques aussi sont très lisses, quoi. Aragorn, il devient roi, oui, parce que c'est son droit. Et donc à la fin il devient roi parce que les gens ils sont gentils, donc ils le couronnent. Les prétendants sont par voilà, hasard morts. il n'y a pas d'autres prétendants, il y a pas. Alors qu'effectivement dans Game of Thrones, Faramir il aurait fait une rébellion contre Aragorn, et puis il y aurait sûrement eu un cousin qui aurait fait croire qu'il était le fils de quelqu'un. Enfin, là. Donc il y a toujours ce traitement beaucoup plus, encore une fois, réaliste avec des guillemets. En fait, c'est pour ça que Game of Thrones c'est une série politique, quoi. C'est exactement comme une série comme à la Maison Blanche, ce genre de choses, mais dans une ambiance médiévaliste. Et les personnages, c'est des politiciens qui passent leur temps à se faire des coups fourrés, à se promettre des alliances, à promettre de voter pour tel candidat après les primaires de telle élection, etc. C'est exactement ce paysage-là transposé. Et du coup, là, ça rend assez bien la réalité de la société seigneuriale du 11e, 12e, 13e siècle, qui passait son temps à ce genre d'intrigue, ce genre d'alliance, de mariage arrangé, cette obsession de la famille que peut exprimer un Tywin Lannister, par exemple, hein, où il passe son temps à répéter que la seule chose qui compte, c'est la famille, c'est le sang, c'est les Lannister, et que tout doit passer après. C'est des choses qui doivent être assez proches, encore une fois, avec des nuances, de certains personnages de l'époque médiévale. Avec un personnage qu'on n'a pas encore évoqué, c'est Littlefinger, là, qui est quand même le représentant de tout ce qui est stratégie d'alliance, essayer de voir entre différents personnages un petit peu, qui est, voilà,
hein, peut-être. Ouais, Littlefinger, oui, c'est... Oui, c'est une image du... Alors qu'on l'a beaucoup associé au machiavélisme, même si en fait on a des exemples dès le Moyen-Âge de personnages qui pourraient se rapprocher. C'est un personnage qui va beaucoup jouer sur les alliances, mais qui paradoxalement reste beaucoup tout seul. Parce qu'il n'est pas sur une volonté de favoriser sa famille, comme peut le faire justement Tywin Lannister, même si encore une fois, pour Tywin, la famille c'est lui et ses enfants, Oui. et en fait lui aussi en priorité, mais bon. Littlefinger, on n'a aucune évocation dans la série de sa famille au sens large ou au sens restreint. Dans les romans, on sait qu'il a changé le blason familial quand même, donc il a quand même une rupture avec ses parents, avec ses arrière-grands-parents en l'occurrence. Et on va avoir un personnage qui va utiliser les grandes familles, qui va utiliser les grands de ce monde, j'ai envie de dire, pour pouvoir s'élever, mais finalement tout seul. Et puis pas si haut et pas si longtemps. Puis là aussi c'est une figure de décalage temporel, hein, comme Justine le disait pour les châteaux, entre ce château d'Irlande et l'Alcazar. Clairement Littlefinger dans la façon dont il est habillé, sa petite barbe, son accent, c'est un personnage qui appartient plutôt à la série des Tudors, quoi. Par exemple on le place plutôt en fin 6ème, c'est la figure du courtisan, et dans les scènes où il dialogue avec Ned, en fait il y a plusieurs siècles d'écart entre les deux, quoi. Ned Stark c'est le chevalier du 11e, voilà, l'honneur, la famille, le devoir pour le roi, et de l'autre côté il est face à un courtisan qui parle d'intrigue, de confiance. Bon, pas étonnant que Ned Stark s'en sorte assez mal. C'est ça, c'est qu'on a un personnage, Ned Stark, en fait on en a quelques-uns autres aussi, hein, mais c'est quand même le représentant principal d'un temps qui est passé. Donc ça se sent dans sa façon de s'habiller, ça se sent dans sa façon de parler, et donc dans les valeurs qu'il va défendre. On a un chevalier typique du XIe siècle qui se retrouve plongé dans les intrigues de cour. Barristan Selmy par exemple aussi. Il fonctionne comme ça aussi, Arthur Dayne avant, etc. Des personnages qui se retrouvent projetés des siècles plus tard dans un monde d'intrigues qu'ils ne maîtrisent pas, et même qu'ils méprisent et qu'ils ne veulent pas maîtriser. Et généralement, ça se retourne contre eux, rapidement. C'est très médiévaliste ça, parce que Walter Scott dans Quentin Durward, Bien sûr. dans le roman et a fortiori dans le film, hein, on oppose bien le chevalier écossais qui est pétri de sa morale et qui considère lui-même comme totalement dépassé, Bien sûr. anachronique face à un Louis XI, l'universel la reine, etc., capable de tout, machiavélique, de mentir, Il de y a se même, faire il y a jurer. même presque un côté un Yankee à la cour du roi, Oui, Arthur. oui. Dans ce côté-là, dans ce Littlefinger, manipulateur, fourbe, qui a l'impression, qui construit comme s'il avait une espèce d'avance en termes de philosophie politique, parce qu'effectivement, voilà, il est machiavélien, donc lui, c'est le 15e, 16e siècle, il y a presque ça un peu qui joue, quoi. Dans certains décalages, quand il explique à Ned Stark que, effectivement, il est périmé, qu'il faut qu'il se mette à jour assez vite, ça a presque ce côté-là. Et parfois, ça se retourne contre lui. Si, voilà, finalement oui, mais quand on a ce fameux dialogue entre Littlefinger et Cersei, où Littlefinger va s'avancer avec son petit sourire fourbe qui le caractérise, et qui va expliquer entre deux mots à Cersei qu'il a des informations qui peuvent la piéger, etc., et qu'il va lui dire que knowledge is power, hein, le savoir c'est le pouvoir, globalement la connaissance c'est le pouvoir, et que Cersei se moque ouvertement de lui en menaçant de lui faire trancher la gorge par ses soldats qui sont juste là, en lui montrant que le pouvoir, c'est le pouvoir. Donc on a Littlefinger qui essaye d'avancer en politicien, en personne qui contrôlerait ce qu'on appellerait aujourd'hui les médias, hein, puisqu'il contrôle l'information, il crée l'information, et il essaye d'appliquer ça dans un monde qui s'en approche, mais qui n'est pas encore entièrement prêt, parce que les épées fonctionnent encore très bien. Et le nain. Je me souviens d'avoir lu il y a quelques années dans la revue médiévale un très bel article sur le nain au Moyen-Âge. Là, il y en a un nain qui est central, un des personnages principaux. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, outre que c'est le personnage préféré des fans de la série, et jusque la dernière saison, ce qui est rare quand même, c'est un personnage tout à fait central qui est pétri de certaines traditions médiévales, puisque c'est bien dit dans la série, il le précise, si j'étais née dans une famille de paysans, on m'aurait exposé, on m'aurait abandonné pour me laisser mourir, parce que c'est considéré comme un être difforme, donc un être qui va être forcément négatif et qui en plus va être une charge énorme pour sa famille. Dans la littérature médiévale, les nains sont à chaque fois des personnages négatifs, ça va être Froissart, ça va être des personnages comme ça. Les nains qui en plus généralement vont avoir une ambiguïté sexuelle, Froissart est appelé Fraucine par moment, des choses comme ça. Ce sont des personnages fourbes, corrompus, qui sont en fait, dont l'extérieur est une représentation, est une extériorisation de leur corruption interne.
Voilà, c'est la vision qu'on a dans la littérature médiévale. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans la série, parce que tout le monde part du principe que les nains vont être axés sur la luxure, ce qui n'est pas totalement faux quand on regarde le personnage de La Tyrion. première saison, oui. Voilà. Mais on a un personnage qui va évoluer en fait petit à petit. On regarde sa première représentation, on est dans le cliché du personnage rejeté par sa famille, du personnage ancré dans la luxure, etc. Et alcoolique, mais comme beaucoup de Lannister finalement. Et petit à petit, on va avoir une représentation qui évolue pour faire de ce personnage un fin stratège, un philosophe, etc. Alors, c'est beaucoup dû au charisme de l'acteur aussi, Peter Dinklage, qui joue clairement un rôle essentiel là dans l'évolution du personnage. Mais ce qui fait qu'on a une représentation qui part des clichés médiévaux, de la représentation médiévale, et qui évolue petit à petit pour en faire un personnage où on oublie en fait son statut de nain dans les dernières saisons. On retrouve une ou deux blagues entre lui et Varys, globalement, le nain et l'eunuque, mais c'est à peu près tout. Voilà. Petit à petit, on passe outre cet aspect pour faire de Tyrion un personnage, on va dire, comme un autre, entre guillemets. D'ailleurs, c'est un de ses combats personnels. Bien sûr. C'est aussi un de ses combats personnels, dans de nombreux discours, dans ses engagements, etc. Tout à fait. Où du coup, là, il s'est servi de la visibilité médiatique que lui a donné la série pour attirer l'attention sur ça. Donc. Alors moi j'aurais aimé on parlait d'évolution des personnages, c'était l'évolution notamment des femmes dans Game of Thrones, qui je pense à 3 personnellement, Cersei bien sûr, on passe à Sansa notamment aussi, et puis Arya, on va Daenerys, dire après, voilà Daenerys aussi c'est vrai, mais... Daenerys, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voulais commencer sur les autres, parce que par exemple si on prend Sansa au départ, c'est la jeune fille qu'on va marier, voilà, et puis après au final on la voit évoluer et devenir, celle qui va diriger la maison Stark finalement un petit peu, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ces femmes vraiment une maison Stark, mais qui n'est plus, voilà. Oui, la plupart de tous ces parcours féminins, ils ont un point commun, c'est effectivement une prise de pouvoir progressif au fur et à mesure de la série, ce qu'on appellerait, si on utilisait des termes féministes, un espèce d'empowerment progressif. Elles commencent toutes en situation dominée, jeunes, que ce soit Arya, Daenerys sous le contrôle de son frère, de son mari, Cersei sous le contrôle de son mari puis de son père, Arya sous le contrôle de son père puis de son genre quand elle a son errance, etc. Toutes des positions de domination dont elles se détachent toutes pour devenir, Cersei devient la reine couronnée des 7 couronnes, Daenerys l'autre reine légitime, Sansa finit reine du royaume du Nord qui a retrouvé son indépendance, et Arya trouve sa voie en partant en marin pour explorer le monde. Alors, c'est une évolution qui n'est pas linéaire, puisqu'on a énormément de retours en arrière. Si on prend, alors je sais plus la fin de quelle saison, mais on a Sansa qui est aux Airiers avec Littlefinger, et on la voit descendre un escalier avec une robe qui, pour la première fois en fait de la série, met en avant sa féminité en tant que femme adulte et donc sexualisée. Alors que c'était encore restreint jusqu'ici sur le personnage de Sansa. Là, on a le personnage qui descend très sûr d'elle cet escalier. Donc on se dit, la prochaine saison, c'est bon, elle va prendre un véritable pouvoir. Et à partir de là, les créateurs se séparent de ce qu'a fait George Martin. Et on retombe dans énormément de clichés, déjà, et souvent des clichés très négatifs pour les personnages féminins. C'est-à-dire que Sansa va retomber sous l'emprise de Littlefinger et plus gravement de Ramsay Bolton, ce qui fait qu'il lui faut un moment pour pouvoir de nouveau se libérer de tout ça. Cersei, elle aussi, a une énorme prise de pouvoir, en particulier à partir du moment où son père et ses fils sont morts, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus de figure masculine autour d'elle, d'autant plus que Jaime est parti, et à partir du moment où il revient, elle ne veut plus véritablement le voir. Mais pourtant, Cersei va quand même, une fois au pouvoir, devoir légitimer sa position en trouvant un mari, ou en tout cas quelqu'un pour continuer à faire le sale travail pour elle. Donc elle va se rapprocher de Euron Greyjoy. Donc on a des personnages féminins qui prennent petit à petit du pouvoir, mais qui sont toujours soumises malgré tout à une influence masculine. Cersei a beau être la reine et en fait finalement le grand méchant de la dernière saison, elle finit quand même par se jeter dans les bras de son frère et amant pour retrouver du réconfort
à la toute fin de la série. Oui, et c'est aussi ça qui a déçu dans la dernière saison. On en parlait, on disait qu'il y a eu une grosse déception des fans, une grosse déception, c'est notamment à travers la construction de Daenerys, qui est vraiment pour le coup l'héroïne de fantasy classique, qui commence comme la petite fille qui petit à petit se découvre des pouvoirs magiques avec les dragons et qui devient reine, etc. Donc c'est la construction classique, et sauf que là, dans la dernière saison, patatras, en fait, Daenerys retombe sur le modèle du coup de la femme hystérique. Elle est plus que passion dans cette dernière saison. La Daenerys intelligente, calculatrice qu'on a vue dans les dernières saisons disparaît complètement. Elle est plus que sur l'émotionnel, sur l'affect. Et du coup, elle finit en fait par basculer dans une forme de folie destructrice en brûlant sa ville. Vraiment basculer dans le côté obscur. C'est filmé exactement comme un Star Wars. Là aussi, un resserrement des plans sur son visage. Il y a cette scène, et puis elle entend les cloches, et elle brûle la ville. Et ça a été effectivement très critiqué, mais légitimement, je pense, par beaucoup d'associations féministes ou quoi, en montrant à quel point, ce faisant, les créateurs de la série retombaient sur le vieux cliché de la femme de pouvoir hystérique, et donc finalement incapable d'exercer le pouvoir. Et si on prend les autres personnages féminins, Yara Greyjoy, qui s'appelle Asha dans les romans, finit par gérer les îles de fer, mais parce que elle a été sauvée par son frère. Voilà, elle a été sauvée par son frère, et parce que son père, son oncle et son frère sont morts, donc globalement il n'y a plus qu'elle. Donc c'est un peu, encore une fois, un choix par défaut, alors qu'elle avait toutes les qualifications pour régner même auparavant. On a le cas de Sansa qui réussit, grâce à l'approbation de Bran, à être reine du Nord, mais qui est là clairement, enfin qui apparaît à la fin clairement dans une image de... on est sur la reine Elisabeth, sur une reine, alors pas vierge clairement, mais non mariée. Et puis clairement qui risque d'avoir été un petit peu dégoûtée du mariage, vu les situations qu'elle a pu vivre. Donc un personnage féminin qui prend un véritable pouvoir en se distançant des hommes de son entourage, parce que c'est comme ça qu'elle peut le faire. Et on a le personnage d'Arya qui, elle, est encore très intéressante, puisque elle parvient, c'est peut-être le seul personnage qui véritablement parvient à transcender véritablement les questions de genre, parce que elle n'est, même si elle a passé son temps à répéter qu'elle était une fille alors que l'on la prenait pour un garçon, ou inversement, elle essaie de dissimuler son identité pour se faire passer pour un garçon et pour sauver sa vie, à la fin elle n'est plus une femme, elle n'est plus un homme, elle est un explorateur, une exploratrice, elle est une ombre. Elle a passé tout son temps à travailler avec les 100 visages pour devenir personne. Elle rappelle qu'elle est malgré tout Arya Stark, elle choisit cette voile avec le loup, l'emblème Stark, quand elle part dans son dernier voyage, mais elle a une tenue qui rappelle la cape de son père dans les premières saisons, avec des petits carreaux qui rappellent la demeure du noir et du blanc, donc des 100 visages. C'est-à-dire qu'on a tout son parcours qui lui permet de n'être plus simplement une femme, plus simplement un homme, elle est autre chose. C'est la figure de l'étranger, quand on prend le panthéon des 7 dieux de Westeros, dans la foi des 7, on a cette figure de l'étranger, qui en français est un nom masculin, mais qui est une figure en fait androgyne, ni homme ni femme. Arya transcende son statut de femme pour devenir cette figure de l'étranger en fait, et par explorer des territoires inconnus situés à l'ouest. Demande ce que ça peut être. Alors là, on retrouve encore un vieux poncif du cinéma hollywoodien. Moi, je pense au personnage dans Alien, de Ripley. Ripley, à la fin de la saga, elle devient un personnage cloné et elle se déféminise à chaque épisode. Contrairement au premier épisode où elle finit en petite culotte avec 2 tailles en dessous de la sienne, etc. Bien sûr. Alors donc, est-ce qu'on peut faire maintenant, comme a fait Justine dans l'ouvrage tiré de sa thèse, c'est-à-dire essayer d'étudier comment les hypothèques médiévaux sont mobilisés, tout à fait pour les productions arthuriennes, soit télévisuelles, cinématographiques, mais est-ce qu'on peut faire la même chose pour Game of Thrones ? Tout à fait. Oui, bien sûr, on peut. Alors c'est pas facile parce que il y en a beaucoup parce que la série est très vaste, donc c'est pas facile. Et puis surtout, c'est pas forcément évident de savoir ce que les créateurs de la série ont lu, qu'est-ce qu'ils lisent eux-mêmes. En fait, ils ont surtout un accès, je pense, très indirect. Quand Martin, on lui demande qu'est-ce qu'il a lu de l'histoire médiévale, il cite la saga de Druon, Les Rois Maudits, en fait, c'est déjà du médiévalisme, en fait, Druon. C'est pas un travail d'historien, il cite pas Duby ou Le Goff, il cite déjà une série de romans qui déjà réimaginent le truc. Et à mon avis, les créateurs de la série ont pas forcément lu Druon, donc je pense qu'ils ont plus en tête eux-mêmes des séries ou des films qui eux-mêmes... donc en fait, c'est un espèce de millefeuille imaginaire. Mais beaucoup de médiévalisme plus que de médiéval à proprement parler. On retrouve clairement des références au Roi Maudit, on va retrouver des références à The Once and Future King de T.H. White, donc tous des éléments qui sont en fait des réécritures, tu l'as dit, des réécritures médiévalistes. Donc Martin a une connaissance
de la culture, de l'histoire, de la littérature médiévale, mais la connaissance qu'il en a, c'est surtout, fatalement, hein, la connaissance qu'il a pu avoir lui quand il était lycéen, quand il était étudiant, la culture historique qu'on avait aussi au début des années 90 quand il a commencé à écrire les romans. Et ce qu'il y a, c'est que quand la série est transposée sur grand écran et diffusée en 2011, les recherches en histoire ont énormément évolué. C'est très daté. Voilà. Mais la série reste basée sur des romans écrits en 90 qui s'appuyaient sur des connaissances déjà un petit peu datées finalement en 90. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve en 2011 avec une représentation extrêmement datée du point de vue de l'historiographie, parce que tout est passé par des intermédiaires de réécriture littéraire, de séries télé, de cinéma. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui nous paraît familier, mais qui, finalement, du point de vue du fameux réalisme médiéval, en est loin. Est-ce que c'est pas là justement sa force d'avoir su tisser une histoire totalement nouvelle, très différente, mais sur un fond culturel commun, qui nous est familier. C'est toujours dur d'identifier la force d'un auteur ou quoi. L'histoire totalement nouvelle, il n'y a rien de vraiment nouveau dans Game of Thrones. Hein. Ces grandes familles qui se déchirent avec des dragons et des zombies, il y en a plein. Avec le ciment en plus, quand même, peut-être. Oui, Ouais, mais même même pas. ça, On en trouverait ouais. des petits garçons qui deviennent handicapés, qui ont fait des pouvoirs surnaturels, on en trouve je sais pas combien. Il n'y a La rien de nouveau fantasy, dans Game c'est of Thrones. quasiment, En fait, c'est toujours difficile de savoir pourquoi une œuvre marche à un instant T. Si on le savait, on en écrirait, donc on serait tous très riches. Pourquoi Harry Potter plus que les autres à ce moment-là? Pourquoi Game of Thrones plus que les autres? J'allais justement faire le même parallèle avec Harry Potter. Harry Potter, c'est rien de nouveau. Non, c'est plein de des choses ingrédients qu'on qui connaît, marchent. mais mélangés d'une nouvelle façon. C'est voilà, la manière est nouvelle, mais non la matière. Hein. C'est toujours cette idée-là. Pour citer le roi Lot, ce grand philosophe s'il en est dans Camelot. C'est-à-dire qu'on a des éléments, des archétypes, on a des topoïs, on a des clichés parfois, mais qui sont utilisés d'une façon nouvelle, ce qui fait que là, on prend des choses qu'on connaît, on en fait une nouvelle création, et ça marche. Et dans le cas de Harry Potter ou de Game of Thrones, ça marche même plutôt pas mal. C'est dur de savoir. C'est difficile de savoir. Et à côté de ça, voilà, beaucoup ont dit Game of Thrones c'est la série de notre époque parce que c'est une série pas du tout manichéenne qui insiste sur les déchirements des uns et des autres, les évolutions des personnages, et c'est vrai. Mais bon, dans les années 90, les deux grosses séries de fantasy, c'est Song of Ice and Fire et La Roue du Temps, The Wheel of Time, qui pour le coup c'est de la high fantasy tout à fait classique et qui vend autant. Donc là, il va bientôt y avoir une adaptation série de La Roue du Temps. On verra, est-ce qu'ils garderont cet aspect high fantasy, est-ce qu'ils vont rajouter de la violence ou quoi, bon, on verra, mais c'est difficile de savoir pourquoi ça marche à un moment. Ouais, là, on a d'autres adaptations aussi qui essayent de jouer sur cette tradition mise en place déjà par Game of Thrones. On a eu fin 2019 la série The Witcher, adaptée non pas du jeu vidéo, mais en fait des romans. Sapkowski, je vais y arriver, c'est toujours très compliqué à prononcer. Ce qui fait que voilà, on essayait de jouer sur les mêmes codes, sur une représentation d'un Moyen-Âge de fantasy extrêmement violent, avec voilà, des personnages aussi torturés, etc. Ça, bon, pour l'instant on n'a qu'à une seule saison, donc on verra l'évolution, mais Game of Thrones a laissé une place, maintenant que la série est terminée, que d'autres séries vont essayer de venir combler. Moi j'ai parlé de Witcher, on va avoir la série de Amazon Prime sur l'univers de Tolkien, on a d'autres séries qui ne sont pas forcément de Moyen-Âge mais de fantasy qui essayent aussi de jouer sur certains codes, je pense à His Dark Materials par exemple, adapté de l'œuvre de Pullman. Donc on a maintenant une grande possibilité pour pouvoir faire de la fantasy de qualité, que ce soit dans la narration, parce qu'on avait déjà des œuvres de qualité, mais aussi dans la représentation esthétique à la télévision. Et ça a été notamment permis par cet énorme succès de Game of Thrones. Alors en quoi, pour conclure cette émission, Game of Thrones est une série de notre temps? Ouh là, tu termines sur une question difficile. Ouais, toujours. Bon, on l'a déjà dit un peu dans l'émission, mais il y a énormément de thèmes, de motifs qui nous interrogent nous, quoi. Je pense qu'effectivement, si on essaye de définir l'une des raisons de son succès, c'est sûrement ça, c'est cette capacité à articuler finement différentes époques, que ce soit cette angoisse du changement climatique brutal, le Winter is Coming qu'on entend depuis la saison 1, il y a quelque chose qui s'en vient et qui va tout changer. Ça nous parle. Il y a des motifs géopolitiques, une grande partie de la tension, elle se concentre autour d'un mur
qui est construit entre nous et les autres. C'est pas un hasard que ça marche au moment où c'était quand même l'un des arguments de campagne de Trump, quoi. Voilà, build the wall, build the wall, build the wall. Ben voilà, il y a 50% de la série qui se passe autour de The Wall. C'est sûr que... Ce qu'il a essayé d'utiliser d'ailleurs. Oui, The plusieurs Wall fois is dans la Coming, qui a été communication. vivement critiqué par les acteurs Oui, d'ailleurs de C'est la pas un série. hasard. Et puis enfin, cette question de la place des femmes, de la violence faite aux femmes, de la prise de pouvoir des femmes, mais en même temps finalement très limitée, là aussi ça recoupe des choses qui sont au cœur de notre actualité politique depuis quelques années maintenant. Mais on est d'accord que ces problématiques-là n'étaient pas dans la tête de George Martin au moment où il écrit ses premiers romans dans les années 90. Les problématiques écologiques sont déjà présentes, mais pas autant qu'aujourd'hui. Oui. Et Plus Stockholm, oui. il a apprécié qu'il n'avait pas forcément associé justement les White Walkers à cette menace écologique. Il ne pouvait pas, je pense, anticiper cette question du mur et de Trump, parce que ça, personne ne l'a vu venir. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est des problématiques qui ont été greffées par la suite, au moment de la création de la série, par les réalisateurs, mais aussi parce que les spectateurs voient et veulent voir s'y reconnaît, dans la bien série. sûr. Voilà. Bien sûr. Non, j'ai lu dernièrement sur un blog quelqu'un qui comparait donc les zombies, c'est les marcheurs blancs en anglais, donc c'est les White Walkers, et qui disait mais c'est évidemment une référence au Ku Klux Klan, donc aux suprémacistes blancs, etc. Effectivement, les suprémacistes blancs, c'est des marcheurs blancs, quoi. Ça marche assez bien dans la définition, et c'est un espèce de truc qu'on a cru mort et qui revient. Je pense que c'est à la fois très pertinent, et en même temps, je pense pas du tout que c'était l'intention de Martin, ni même des créateurs de la série. En 2011, c'était pas le même paysage. Le leader de Podemos, dans l'ouvrage qu'il a dirigé sur Game of Thrones, un des auteurs du livre qu'il a dirigé, fait justement une allusion, les marcheurs sont les fascistes, sur l'armée fasciste qui avance inexorablement dans toute Mais l'Europe. ça, pour le coup, occidentale. c'est ce qui fait toutes les grandes œuvres, et Game of Thrones, c'est une grande œuvre, sinon ça n'aurait pas marché. C'est cette capacité à être réinterprétée quasiment à l'infini, et à y voir toujours du neuf. Eh bien, Merci beaucoup. Justine, merci Florian. Merci. Merci Voilà. à vous. On rappelle aux auditeurs que vous pouvez suivre notre actualité sur Twitter avec le @histoire série et pour aller plus loin, Florian et Justine ont préparé une petite bibliographie indicative sur le fantasy et les séries que vous retrouverez sur le site internet. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.